Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur la télévision Labari. Dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, le village de Chetimawango, dans la commune rurale de Chetmari, région de Difa, a été attaqué par des individus armés non identifiés. Bilan de personnes tuées, dont le chef du dit village. Cette attaque intervient 2 semaines après des affrontements entre les forces de défense et de sécurité du Niger et les éléments présumés de Boko Haram dans la même zone. Précision avec le maire de Chetmari, Jibrila Malamkalla. Dans le village de Chetimawango, dans la commune de Chetmari, un peu à l'est de Chetmari, environ à 7 km, là aussi, on nous a annoncé, attention, il y a eu des appels pour dire non. Le village est en ébullition. Il y a des éléments, des bandits armés qui sont rentrés. Bon, les gens disent Boko Haram, mais moi, dans un premier temps, on pense que c'est des bandits armés. Dès qu'ils sont rentrés dans le village, ils ont tiré des coups de feu. Ils se sont en pris à 2 personnes, un jeune commerçant. Ils l'ont abattu. Après, ils sont allés abattre aussi le chef de village. Là, vraiment, le drame était surtout les deux. Mais dans leur objectif, selon les villageois, ils devaient tuer plus. C'est-à-dire que là, ils font à des gens qui les ont dénoncés. Et on pense que c'est les enfants même du village qui ont rejoint le banditisme, en tout cas qui sont revenus faire ce forfait-là. La psychose, jusqu'à ce matin, j'ai appelé mon adjoint, je disais qu'est-ce qui se passe au niveau des villages, parce qu'il ne faut jamais se fier aux rumeurs. Parce que les rumeurs, là, quand vous les suivez, il faut aller jusqu'à la source chercher l'information. Lui, il m'a dit que les gens de Chetimawango sont en train de vider les villages. J'ai dit, mais est-ce qu'il a informé les autorités administratives? Effectivement, il a été instruit de se rendre là-bas pour vérifier les gens là, en quittant le village, où est-ce qu'ils sont partis? Est-ce que c'est dans les villages voisins ou ils sont partis sur un autre site? En tout cas, jusqu'à ce matin, on était à ce niveau. S'ils sont en train de vider le village, d'informer les autorités administratives, ils doivent se trouver où? Est-ce que c'est dans les villages périphériques ou dans les villages des sinistrés? Comme il y a des sites de sinistrés qui ont été créés par l'État et on a réinstallé les gens qui étaient sortis de l'inondation là. Est-ce qu'ils ne sont pas partis au niveau de ces sites? C'est toujours dans les parages quoi. C'est à peine à 3 km, il y a un des sites, par exemple le site des Zarwaram. Maintenant, ils devaient aller vérifier. Du moment que les forces de défense et de sécurité là, ils sont en permanence dans le milieu. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont des informateurs. Dès qu'ils se déplacent un peu, ils profitent. Moi, je n'attribue pas tellement à Boko Haram. Parce que ils rançonnent les gens. Parce que selon les dires, le commerçant, là, le jeune homme qu'ils ont tué, il n'a pas voulu leur donner crédit. C'est ce que les gens disent. Bon, ce n'est pas une confirmation, mais les gens pensent qu'il faut qu'ils aient un problème avec quelqu'un pour qu'ils l'abattent ou quelque chose. Ce qui est sûr, la sécurité est vraiment renforcée dans notre zone. Et ils viennent faire leur forfait la nuit, 1h du matin. Et vraiment, la fois passée, ils étaient venus vers 1h du matin. Si c'est vraiment les gens de Boko Haram, comme on entend au Nigeria, comme c'est les voisins, et ils viennent en plein jour ou en nuit brûler le village, rançonner les gens. Mais chez nous, ils viennent, à peu près, ils font leur attaque, ils rançonnent les gens et ils retournent. Dans leur cachette, ça se trouve au Nigeria. Parce que je ne confirme pas, mais selon les villageois, c'est à peu près à 10 km. Il y a une forêt de prosopis là-bas. Il paraît que c'est là-bas leur base. C'est ce qu'ils disent quoi. Leur stratégie, ils utilisent des motos. Vous savez, là-bas, il y a tellement de forêts de prosopis. Les véhicules ne peuvent pas rentrer partout. Mais ils connaissent leur milieu. Ils se faufilent là, en moto. Ils retournent à leur base. Maintenant, la préoccupation que j'ai, la psychose au niveau de la population. On a donné des numéros. Ils ont les numéros presque de tout le monde. Chacun a peur de dénoncer. Ils disent que si tu dénonces, ils vont revenir te tuer. Moi, je pense que la population est obligée de collaborer pour vraiment éradiquer cette situation-là. Les députés nationaux ont examiné le rapport sur l'exécution du budget 2013 de l'Assemblée nationale. Ce texte a été adopté par 61 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Le compte-rendu de cette journée avec nos reporters Omar Moussa et Issa Hamidou Mayaki. Pour cette première session ordinaire, au titre de l'exercice 2014, autrement appelée session des lois, et qui tire à sa fin, pour ne pas dire qui est pratiquement à son terme, étant à la veille de sa clôture,
Le tout dernier texte soumis à l'appréciation de la plénière est le rapport sur l'exécution du budget 2013. Et après examen, ce point a été adopté, créant du coup la satisfaction du côté de la commission des finances qui avait en charge de produire ce document. Je suis satisfait parce que ça veut dire tout simplement que l'exécutif a mis à la disposition du Parlement des moyens conséquents pour son fonctionnement. C'est ce que ça veut dire. Ce sentiment ne peut effectivement qu'être à la réjouissance lorsque sur un budget de 12,889 milliards, l'Assemblée nationale, dans le cadre de ses différentes missions, a eu à dépenser 11,889 millions, soit un taux d'exécution de plus de 90%. Ce qui rend plaisant de s'adonner ici à une certaine partie de comparaison. Quand vous prenez par exemple l'exécution du budget 2012-2013, vous avez vu le bâtiment qui a été érigé. C'est grâce justement à ces moyens que l'exécutif a mis à la disposition du Parlement. Je me demande même pourquoi, dans le bilan de l'exécution du programme de la Renaissance, les bâtiments érigés à l'Assemblée nationale n'ont pas été pris en compte. Le rapport sur l'exécution du budget 2013 relève dans le fond des compétences de la Commission des finances. Cependant, la plénière a soulevé quelques paramètres de préoccupation relatifs à certaines rubriques, notamment. Et même là, les précisions viennent encore de la même Commission des finances. Il est constaté que les rubriques liées au transport et aux évacuations sanitaires posent beaucoup de problèmes à l'Assemblée nationale. Et il y a des recommandations donc faites par la Commission des finances. Il y a une commission qui vient d'être créée, qui est intitulée commission de contrôle. Et tous les groupes parlementaires vont en prendre part, n'est-ce pas, à cette commission, et elle sera mise en place incessamment. Et je crois qu'avec la création de cette commission, la gestion du budget de l'Assemblée va s'améliorer. Des autres rubriques qui permettent d'évaluer et d'apprécier la performance du travail parlementaire, celle concernant la couverture médiatique n'est pas sans nous intéresser. Il est question de la prise en charge de la presse, et qui est bien compris d'ailleurs. Effectivement, les couvertures médiatiques là ne sont pas suffisamment servies. C'est plutôt des abonnements à des journaux que se font affecter. Alors que la communication parlementaire, normalement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me donner l'occasion d'expliquer ce qui se passe à l'Assemblée par rapport à la gestion de ce budget. Et ce que vous faites tous les jours par rapport aux débats qui sont faits dans le cadre du vote de loi. Ce que vous faites tous les jours par rapport à ce que l'Assemblée fait dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. C'est ça la communication parlementaire. Ceci expliquant ou justifiant cela, les députés ne sont pas également situés à un meilleur choix. Car sur un besoin de 500 millions de francs CFA par semaine, il n'est décaissé pour le compte de l'Assemblée nationale que 200 millions de francs CFA. Apparemment, nul n'a de position privilégiée envers le trésor public. Le secrétaire général de l'UNUN, recherché par les forces de l'ordre depuis la dernière manifestation des étudiants, réapparaît. Abdourahmane Younousi a même lu une déclaration rendue publique cet après-midi par l'UNUN. La teneur de la déclaration. Le comité exécutif de l'UNUN réaffirme à l'opinion publique nationale et internationale qu'aucun étudiant n'a l'esprit de détruire les biens de qui que ce soit. Pour preuve, nous avons fait plusieurs manifestations au cours desquelles même une vitre n'a été touchée. Si cet événement assez regrettable est survenu, c'est suite à l'attitude irresponsable du DG de l'ANAP et du débordement créé par les forces de l'ordre et présente par la même occasion notre compassion à tous ceux qui ont vu leurs biens détruits. D. Le comité exécutif déplore que dans sa communication, le ministre de l'Intérieur ne s'est soucié que des biens et matériels détruits, pendant que plusieurs étudiants ont été gravement blessés. Et après avoir annoncé que 72 étudiants sont détenus, aujourd'hui il n'y a que 60 étudiants dans les différentes prisons. Nous informons
Par conséquent, l'opinion publique nationale et internationale que 12 de nos camarades sont portés disparus. 3. S'agissant des accusations sur des manipulations politiques, le comité exécutif de l'IENUN rejette avec la dernière énergie ces allégations mensongères et rappelle que l'IENUN est une organisation bien structurée et qu'un seul individu, aussi secrétaire général soit-il, ne peut la manipuler à ses fins. 4. Le comité exécutif condamne l'incarcération de 60 étudiants dans les prisons de Kolo, Saï et Walam et exige la libération de ses camarades sans condition et informe par la même occasion les autorités politiques qu'en tant que premier responsable, le secrétaire général est prêt à répondre à tous ces griefs reprochés à ses camarades après leur libération. 5. Enfin, le comité exécutif demande à l'ensemble des camarades de rester mobilisés, unis et sereins et de continuer la lutte telle que coordonnée avec les sections SER et le comité directeur de l'ISN. Alors que les examens de fin d'année s'approchent, le secteur éducatif connaît de nouvelles perturbations avec le mot d'ordre de l'USN de boycotter les cours pour exiger la libération des scolaires détenus. Une situation qui inquiète les partenaires de l'école nigérienne. Reportage Asmana China et Aboubakar Souley. Moins d'un mois avant le début des examens de fin d'année, le secteur éducatif nigérien connaît une nouvelle situation d'instabilité. L'Union des scolaires nigériens conditionne les cours à la libération des scolaires arrêtés suite à la manifestation du 13 mai dernier. Cette situation inquiète l'Observatoire des performances de l'école nigérienne qui appelle les autorités à faire preuve de bon sens afin de ne pas compromettre l'avenir des enfants. Nous avons en fin d'année une situation d'instabilité complètement inutile. Nous n'en avons pas besoin puisque nous sommes en fin d'année, puisque nous devrons amener les élèves aux examens scolaires, nous devrons créer les conditions pour que les enseignants qui ont encadré ces élèves-là puissent être également dans un mental de rock pour qu'ils fassent également honorablement leur travail. Maintenant, c'est une situation qui est là. Nous le constatons, nous disons que ce n'est pas une bonne chose et qu'il y a de l'inquiétude à l'air. Mais il faut maintenant interpeller les autorités de ce pays pour leur dire que déjà des investissements ont été réalisés pour que cette année arrive à son terme. Si on n'arrive pas à organiser des examens scolaires dans les meilleures conditions, c'est qu'on aura perdu déjà cet investissement. Nous savons également qu'en fait, même pas en termes matériels, mais en termes humains, en termes moraux, il est indécent de voir qu'une fin d'année puisse se terminer en catastrophe. Maintenant, cet appel, nous attendons que les autorités puissent créer les conditions de faire en sorte que ces scolaires aillent aux examens de fin d'année dans les meilleures conditions. Vous avez également la situation des enfants, des scolaires qui ont été arrêtés lors des dernières arrestations des scolaires. Certains devraient même passer des examens sportifs. Ils sont arrêtés, ils ne peuvent pas le faire. Je pense qu'il y a un moment où, naturellement, quand une tension baisse, il y a un moment où les autorités doivent reprendre de la hauteur, reprendre de l'élévation pour se dire que tout ce qui s'est passé ne devrait pas être retenu contre les acteurs comme étant pour l'éternité. Non. À partir du moment où aujourd'hui le calme est en train de revenir, c'est aux autorités de créer les conditions de l'apaisement, les conditions de la reprise normale des activités académiques et scolaires. Et dans ce sens, une fois de plus, nous appelons les autorités de ce pays à libérer tous ces scolaires qui sont en classe d'examen pour que ces élèves puissent véritablement prendre leur chance. C'est leur droit. Et il faut qu'ils saisissent leur chance de se présenter à ces examens-là et de pouvoir... Si c'est une leçon, ils ont déjà eu la leçon. Ils ont déjà eu la leçon. C'est des enfants avant tout. Ce sont les enfants des autorités, ce sont nos enfants, c'est nos enfants à nous tous. Il faut que nous ayons cela, que nous retenions cela comme une leçon. Quand on dit que c'est un enfant, à partir de cet instant-là, nous avons tous les devoirs à la fois de créer les conditions de la répression, de la sanction, des actes qu'ils pourraient être amenés à causer
dans le mauvais chemin, mais ce n'est pas parce que nous n'aimons pas nos enfants. Nous devrons les châtier parce que nous les aimons bien. Mais tout en les châtiant, il faut que nous évitions de compromettre leur avenir. Espérons que cet appel soit entendu par ces autorités. Sinon, l'année scolaire 2013-2014, décrétée année de l'éducation, finira sans que les objectifs visés dans ce sens ne soient atteints. Les épouses et proches des familles des militants du Modern FA Lumana interpellés et détenus ont rendu publique une déclaration cet après-midi. Dans celle-ci, les épouses et proches des détenus exigent du gouvernement la libération immédiate de ces détenus tout en se réservant le droit de porter plainte contre l'État du Niger devant les juridictions internationales. La déclaration est lue par Madame Abdou Zalika. Au vu de cette situation grave, nous, femmes, enfants, proches et alliés des otages politiques de Modern FA Lumana, faisons la déclaration ci-après. 1. Condamnons avec la dernière énergie les éruptions répétitives de la police dans nos domiciles privés. Éruptions de nature à traumatiser femmes et enfants, ainsi que les enlèvements de nos maris déportés à des destinations que nous sont interdites d'accès, Deux, nous insurgeons contre les traitements dégradants injustement infligés à nos maris par un régime aux abois et tenons pour seul responsable le ministre de l'Intérieur, Hassouma Soumoudou, de ce qui lui adviendra. 3. Apportons notre soutien moral et affectif à nos maris et les rassurons par la même occasion de notre engagement militant à leur côté. 4. Réaffirmons notre ferme engagement à défendre les idéaux de notre grand parti, le Modern FA Lumana Africa. 5. Exigeons du gouvernement la libération immédiate des membres de nos familles arbitrairement détenus en violation de l'article 30 de la Constitution du 25 novembre 2010, tout en nous réservant le droit de porter plainte contre l'État du Niger devant les juridictions internationales compétentes pour enlèvement de séquestration. 5. Apportons sans réserve notre soutien inconditionnel au président du parti, son Excellence Ama Amadou, pour son combat contre l'injustice et l'arbitraire. 6. Appelons toutes les militants et militants sympathisants du parti Modern FA Lumana à se mobiliser, à se tenir prêts pour tout mot d'ordre du parti. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.